Avec nous, Pierre-André de Chalandard, président directeur général de Saint-Gobain. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de la grande interview d'Ecorama. On va balayer avec vous de nombreux sujets. Déjà, j'aimerais faire un point. On est à quelques jours d'une publication pour le 3e trimestre sur votre chiffre d'affaires. Globalement, c'est quoi? Un marché moins porteur, mais toujours une dynamique? Exactement. Non, les fondamentaux de Saint-Gobain sont bons. Donc on a une croissance qui reste interne, qui reste bonne, 3,1% au 3e trimestre, avec un bon dynamisme en France, et bien meilleur que ce qui était attendu. Tout à fait. J'étais plus optimiste que d'autres sur la France cette année, et c'est un point important, dans un contexte de marchés mondiaux qui sont, notamment les marchés industriels, qui sont un peu plus hésitants, comme on l'avait indiqué au mois de juillet. Mais enfin, on a confirmé nos objectifs que j'avais donnés en juillet pour le 2e semestre. Donc on est en ligne dans un contexte de marché un peu moins porteur, et donc on compte surtout sur nos propres efforts. Voilà, donc on verra avec vous la transition, la transformation des activités, la rénovation qui porte notamment le marché en France. On fera un zoom aussi sur l'Allemagne avec cette récession industrielle qui peut peser justement plein d'autres sujets. Mais sur la mise en perspective justement de ces résultats, lors de votre précédente entrevue pour Ecorama avec David Jacot, vous vous étiez dit peu satisfait, voire pas satisfait du cours de bourse. Il y a eu depuis des évolutions. Vous suivez l'indice, vous suivez à l'heure actuelle une évolution. Mais est-ce que c'est peut-être pas cher payé à l'heure actuelle pour les efforts et notamment pour les marges portées par la restructuration? Et pas seulement, mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage, peut-être une valeur trop historique, Saint-Gobain? Il y a encore un décalage. Donc l'évolution du cours de bourse par rapport à au début de l'année, ça va mieux. Mais je pense que ça ne traduit pas encore, si vous voulez, le vrai potentiel et les fondamentaux de Saint-Gobain, et que la transformation importante qu'on a lancée ne se traduit pas encore dans les cours. Donc ça prend du temps, mais ça s'améliore progressivement. Je rappelle les 2 points principaux de cette transformation. D'abord, on s'est réorganisé, et ça a un changement très très important en fonction de nos clients. Donc on s'est pour tous nos métiers locaux de la construction par pays, puis pour nos métiers mondiaux de façon mondiale. Et ça va entraîner des synergies pays par pays. Si je prends la plaque de plâtre, l'isolation, les mortiers, et notre activité de point P, tout ça va travailler plus pays par pays ensemble. Et ça, j'en attends des synergies, mais ça va nous permettre aussi de faire des économies de coûts. Et on est en ligne, on y arrive plus vite que prévu. C'est ce que j'avais indiqué au mois de juillet. Oui, donc ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, on avait donné des objectifs en ce qui concerne notre rotation du portefeuille, avec des petites acquisitions et un programme de cession. J'avais donné un objectif de céder pour 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici la fin 2009. On l'a déjà fait, on est même au-delà. Et j'ai un certain nombre d'opérations qui sont en cours. Donc on a fait ça en avance. Bon, je crois qu'il y a 8 mois, il y avait un peu un scepticisme quand on a annoncé ce plan, de savoir si ça allait se traduire. L'ambition du plan et la traduction. Bon, on a une bonne partie des résultats sont déjà là, et ça va plus vite que prévu sur la partie qui va encore se dérouler, surtout 2020, qui est l'impact de cette réorganisation sur nos coûts de fonctionnement. Donc voilà, le marché commence à le réaliser. Saint-Gobain se transforme parce que nos bases de clients se transforment, et on avance. Commence mais doucement en fait. Le marché commence à peine à réaliser, parce que pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y ait une envolée justement sur le cours de bourse. Non, mais par rapport au début de l'année, on a plus 20% à peu près, oui. Un peu plus, oui, ça dépend des jours. C'était 30% il y a 3 jours. C'est ça, oui. Voilà. La variation. Après, les marchés sont très volatiles en ce moment. Bon, donc vous suivez cette tendance, vous attendez, j'imagine, beaucoup plus les effets. Oui, tout à fait. Pour les effets de ce plan de transformation et ce programme de cession, ça passe par quoi? Un accroissement du profil de croissance, une rentabilité? Alors, ce que j'avais indiqué, c'est que j'attends d'abord de ces cessions une augmentation de notre taux de marge. Ce que j'avais dit, et on a déjà ce qui est, on va le voir dans les comptes de 2020, puisque les cessions, elles sont faites, mais elles ne se traduisent pas dans les résultats de cette année. Donc en gros, on a vendu des activités qui avaient des marges très faibles. Et donc on améliore le profil de rentabilité du groupe.
hein. Et aussi, c'était plutôt des activités dont le potentiel de croissance est inférieur à la moyenne du groupe. Donc, en gros, si vous voulez, l'idée, c'est, on a toujours eu des rotations de portefeuille, mais on accélère un peu et d'accélérer la transformation du groupe pour améliorer son potentiel de croissance. Ça veut dire qu'on a laissé de côté peut-être des anciens métiers pour se tourner vers autre chose avec ces cessions? En fait, c'est pas des métiers complètement, puisque on regarde ça dans le cadre de notre nouvelle organisation. Et si je prends les métiers de la construction, c'est pays par pays. Oui. Donc, si vous voulez, si je prends par exemple un métier comme la distribution de matériaux de construction, on se renforce plutôt dans les pays où on est très fort, comme en France. Hein, et on a vendu l'Allemagne parce qu'en Allemagne, on pensait d'abord que les marchés à moyen long terme étaient moins porteurs. La démographie allemande n'est pas extrêmement porteuse. Et puis qu'on avait une part de marché et une rentabilité qu'on n'arrivait pas à faire progresser. Et je pense que dans ce métier de la distribution, il faut être très fort là où on est. Voilà, donc vous voyez une analyse plutôt par pays. On a vendu une activité de verre plat en Corée, sur lequel les éléments de concurrence par rapport aux pays voisins nous laissaient penser que le potentiel à terme était difficile. Donc c'est plutôt une approche géographique. Alors dans nos métiers mondiaux, on a vendu aussi une activité de carbure de silicium, parce que là on pensait que le marché aussi était moins porteur. Donc globalement, on se renforce et on fait des acquisitions dans des secteurs où le potentiel de croissance est plus fort pour consolider nos positions fortes et on vend dans des endroits où on pense que les marchés soient porteurs ou que le positionnement stratégique de Saint-Gobain n'est pas aussi fort que dans les autres endroits. Ça veut dire que par zone, si vous vous impliquez pays par pays, est-ce que par exemple vous peu exposé finalement dans ce cadre-là à la guerre commerciale, peu exposé au Brexit, peu exposé, ça veut dire que c'est la structure même de Saint-Gobain qui fait 90% de ce qu'on fait dans un endroit est vendu dans cet endroit-là. Donc on est sur une bonne partie des métiers de Saint-Gobain, les produits ne voyagent pas très loin. Donc oui, en direct, on n'est pas sensible du tout. Hein, la guerre entre les États-Unis et la Chine, ça représente quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires pour Saint-Gobain. Donc ce n'est pas la conséquence directe. On est plutôt bien positionné dans le monde qui vient. J'allais dire qu'il y a un monde où il pourrait y avoir un repli sur des marchés locaux. Par contre, si vous voulez, indirectement, on est affecté, comme j'allais dire, l'ensemble de l'économie mondiale. Il suffit d'écouter les rapports du FMI. Il y a une baisse de la croissance mondiale actuellement et qui est liée en partie au ralentissement du commerce international. Un marché moins porteur est lié à un contexte moins porteur, à une conjoncture. Mais nous, on est assez immunes de ça. Voilà. Vous parliez du Brexit, c'est pareil. Si vous voulez, moi, ce qui est important pour moi, c'est est-ce que le Brexit va avoir des conséquences sur l'économie britannique? Alors, à terme, je pense sur le secteur de la construction, ce n'est pas évident qu'il y en ait des négatives. Par contre, on souffre, comme beaucoup, aujourd'hui, de l'incertitude, qui dure depuis 3 ans. De cette attente et qui s'est encore Donc ça veut dire moins d'investissement. Si vous voulez. Et comment on le prévoit, ça? Comment on l'anticipe? Comment on se prépare, justement? Parce qu'on ne cesse, finalement, les entreprises n'ont de cesse que de se préparer encore et encore, mais pour quelle date? Dans notre cas, si vous voulez, on n'a pas tellement de choses à préparer. On a quelques matières premières qui risqueraient d'être affectées, donc on a un peu plus de stock que ce qu'on aurait. C'est ça joue sur les stocks. C'est surtout ça, en fait, pour nous. On parlait de conjoncture, ralentissement mondial, vous le sentez, j'imagine, dans vos résultats, dans les segments, dans les perspectives également. Et justement, on parlait tout à l'heure de la distribution et de l'Allemagne. Est-ce qu'on ressent véritablement le coup de frein sur l'économie allemande? Est-ce que vous êtes en première ligne? Est-ce qu'on parle beaucoup de récession industrielle? Est-ce que Saint-Gobain le ressent vraiment? Alors, il y a un marché qui est très difficile en Allemagne, qui est le marché automobile, parce qu'il est tiré par l'exportation. Et l'Allemagne est particulièrement exposée. Nos ventes de verre automobile, puisqu'on est le premier acteur européen de loin dans le verre automobile, nos ventes en Allemagne baissent. Mais si je prends l'ensemble de Sécurite, de nos activités de verre automobile, sur les 9 premiers mois, on est en croissance. De très, très légère croissance dans un marché qui est entre -7 et -5 au niveau mondial, -7 au premier semestre. Donc globalement, on tire bien notre épingle du jeu grâce à d'autres pays. Mais oui, en Allemagne, ça baisse fortement. Et ça baisse fortement, donc il y a ces disparités. Sur le marché auto, sur le secteur automobile, vraiment là où il y a
C'est surtout une transformation du modèle, une transformation du secteur. Et c'est en ça, Saint-Gobain a pris le virage de l'innovation. Il y a de lourds investissements à ce niveau-là. Oui, et puis si vous voulez, on est très bien positionné sur ce qui croît, c'est-à-dire notamment les véhicules électriques. Oui. Donc c'est ça qui fait que... Et donc on est bien positionné sur les constructeurs qui croissent actuellement très vite à cause de ça. Donc c'est un mix qui est beaucoup d'ailleurs en Amérique du Nord. Et c'est ça qui permet à notre chiffre d'affaires de Sécurite, dans un marché à -7, d'être légèrement positif. Donc on est bien positionné par rapport aux mutations dans le secteur de l'automobile. Donc vous avez pris les devants de mutation, vous avez transformer véritablement ce groupe. Il y a encore aussi en parallèle de ce programme de cession une modification de la structure du groupe véritablement. Il y a encore des économies à mener et là aussi il y a des objectifs. Alors sur les économies, d'ailleurs on est au milieu du plan qu'on a annoncé. J'ai revu à la hausse la vitesse d'exécution, donc on va délivrer 80 millions cette année alors qu'on avait dit 50 sur un plan de 250 que je confirme. Donc ça, sur les économies, on est en route. Sur les cessions, on a fait l'objectif qu'on s'était donné, mais ça ne veut pas dire que c'est arrêté. Comme je vous l'ai dit, on a un certain nombre de dossiers et on va analyser. Et notre nouvelle organisation change un peu la manière de regarder le portefeuille du groupe. On va la regarder dans le cadre géographique et dans le cadre des métiers mondiaux. Donc avec l'idée d'être adapté aux besoins du pays, et donc on ne prend pas forcément partout la même chose. Et donc, alors, en termes de croissance, là où on va croître, c'est plutôt, si je prends la distribution, là où on est très fort, et d'une manière générale, on est à une position qui j'aimerais être plus forte aux États-Unis. Donc on va plutôt se renforcer aux États-Unis. Et en dehors d'Europe, puisque Saint-Gobain est très européen. On a des parts de marché qu'on peut augmenter de façon encore significative, plus aux États-Unis qu'en Europe, en termes de croissance externe. Du côté des cessions, où est-ce qu'on situe le dossier Lapeyre, qui est un double modèle Alors Lapeyre, c'est à la fois très proche du groupe, parce que c'est l'efficacité énergétique des fenêtres, et à la fois c'est un modèle de vente au consommateur final. Or, le modèle global de Saint-Gobain, c'est plutôt, on vend plutôt à des industriels, des artisans. Donc Lapeyre est un peu à part. Lapeyre est une très belle marque, une très belle société, mais a connu des difficultés. On a un plan de redressement de Lapeyre et on regarde de différentes options d'adossement sur une partie ou sur la totalité du périmètre. On est en réflexion là-dessus. C'est encore en réflexion, mais on est en train surtout de redresser les résultats de Lapeyre. Ce côté d'innovation, vraiment, de transformation, d'objectifs déjà atteints. Je reviens sur le cours de bourse, parce que est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir finalement un déficit d'image, ou peut-être lesté par un côté trop historique, trop ancien de cette entreprise ? Vous savez, il y a 4 ans, on a fait des grandes fêtes sur les 350 ans de Saint-Gobain. Et donc, et ça a été des événements très importants. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous me dites, le côté historique, c'est quelquefois l'image en France. À l'étranger, c'est plus positif. Et moi, quand on a célébré ces 350 ans, j'ai dit si on a survécu, c'est parce que on s'est réinventé en permanence. Et dès son origine, Saint-Gobain s'est réinventé. L'indicateur dont je suis le plus fier concernant Saint-Gobain aujourd'hui, je suis d'accord avec vous, je ne le vois pas encore dans le cours de bourse, c'est qu'on est considéré depuis, il y a un classement qui existe depuis quelques années par une ancienne filiale de Reuters, on est dans les 100 sociétés les plus innovantes au monde, là, avec les Google, les Apple, ce genre de sociétés. Il y en a très peu de françaises et il y a Saint-Gobain. Bon, donc on est reconnu par les spécialistes comme très innovant. Il y a à peu près une solution sur 4 qu'on met sur le marché qui n'existait pas il y a 5 ans. Et c'est des choses des nouveaux vitrages qui
qui laisse passer encore beaucoup plus la lumière naturelle, qui isole plus du froid, du chaud. On vient de lancer en France une plaque de plâtre qui est beaucoup moins lourde et qui a les mêmes propriétés. C'est aussi un moyen si vous voulez, d'économiser de la matière première et d'atteindre nos objectifs climatiques. Donc on innove en permanence. Bon, c'est pas forcément toujours reconnu. Voilà. Justement, sur le marché français et sur le poids de la rénovation dans ce marché, comment vous regardez, par exemple, vous êtes souvent présenté comme un acteur clé de la transition énergétique. Hein. Justement, c'est un point fort et c'est un axe de communication aussi en France. Comment vous regardez, par exemple, sur les outils publics, comment vous regardez le passage du CITE en prime? Est-ce que c'est déjà quelque chose qui peut soutenir davantage la rénovation sur le marché français? Est-ce que ça va dans le mauvais sens plutôt? Alors, le fait de passer d'un crédit d'impôt à une prime, en soi, c'est plutôt bien. Il y a une immédiateté. C'était comme l'histoire du CICE en baisse de charge. Donc ça, c'est positif. Après, ce qu'il faut voir, c'est que, alors ça a été un petit peu amendé au Parlement, mais quand même, il y a une réduction importante des crédits. Le gouvernement, il a communiqué sur le positif, mais on est de l'ordre de 800 millions, on était à 1,7 milliard. Donc ça, de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est pas forcément un très bon signal qu'on envoie. Hein. Donc le fait d'aider plus les ménages modestes, je pense que c'est bien. Hein. Mais il y a aussi pas mal de gens qui faisaient des travaux avec le crédit d'impôt, et ceux-là, on va voir s'ils continuent à faire des travaux. Je ne suis pas trop inquiet non plus parce qu'il y a d'autres mécanismes qui sont importants, qui sont confortés, comme les certificats d'économie d'énergie, qui est un très bon mécanisme. Hein. Mais on ne peut pas dire que la loi de finances, de ce point de vue-là, de mon point de vue, elle n'est pas totalement satisfaisante. Voilà, nous on continue à progresser. Je vais vous donner un exemple qui montre que la rénovation, ça marche bien. La laine de verre, depuis plusieurs années, ça progresse à 2 chiffres en France. Et là, dans 3 semaines, on va inaugurer une nouvelle ligne qu'on a mis dans une usine qu'on a créée en 2010 au moment du Grenelle de l'environnement. Donc on continue à avancer. Saint-Gobain crée des usines en France grâce à ce marché de la transition énergétique. Hein, et donc, c'est très positif tout ça. Et justement, sur la transition énergétique, vous en êtes où dans votre trajectoire de réduction des émissions de CO2 ? Parce que je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez annoncé un principe de neutralité carbone d'ici à 2050. Comment on va y parvenir ? C'est quand même très, très ambitieux. C'est très, très ambitieux, je suis d'accord. Il n'y a pas qu'un axe de communication. Mais si vous voulez, Saint-Gobain, nous, on est un acteur clé, c'est-à-dire que nos solutions, elles aident. Mais du coup, je pense aussi qu'il faut qu'on soit exemplaire en interne. Alors, on vous avait donné des objectifs à 2025, quand je les ai donnés il y a 4 ans, je n'étais pas du tout confortable. Là, depuis 1 an ou 2, je sais on est dans la bonne direction, donc de moins 20% de CO2 d'ici 2025. Mais si vous voulez, et j'avais des objectifs à 2025. 2025, pour un industriel, c'est demain matin. Et donc, je me suis dit, il faut que j'ai des objectifs à plus long terme. Surtout quant aux transformations et aux investissements à mettre sur la table. Comme il se trouve que beaucoup de gouvernements et que l'ONU était sur 2050, on a pris un objectif à 2050, de 0 émission en 2050. Si vous me demandez si je sais faire aujourd'hui dans le détail, la réponse est non. Mais 2050, on peut me dire c'est pas moi qui serai plus là. Mais oui, mais il faut prendre, on est en train de travailler dans le détail, quelles sont les mesures qu'on va prendre maintenant pour se mettre progresser sur cette trajectoire, qui dépend aussi des gouvernements. On pourra pas. Mais on est dans ce cadre-là. Ce qui est important, c'est qu'il faut prendre des mesures maintenant. Est-ce que ça veut dire que les entreprises à l'heure actuelle, les gros groupes tels que Saint-Gobain, doivent être fer de lance par rapport aux États? C'est indispensable. Ils le sont, si vous voulez. Quand j'étais à l'ONU, au moment où j'ai pris cet engagement, il y a 3 semaines, le secrétaire général de l'ONU, il a réuni les entreprises et il nous a dit, oui, vous êtes en avance et on a besoin de vous pour faire pression sur les gouvernements. Aujourd'hui, la société civile est en avance sur les gouvernements. Il y a Greta Thunberg d'un côté et les entreprises de l'autre. Oui, mais les entreprises sont et même la finance, à mon avis, est un facteur très positif. Donc, à l'inverse, vous avez le gouvernement américain qui ne va pas tellement dans la bonne direction. Donc, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Moi, je suis optimiste. D'ailleurs, les entrepreneurs, si on n'est pas optimiste, on ne ferait rien. Mais c'est important aussi de se donner des objectifs ambitieux. Donc, on est en train de les décliner. On va prendre des mesures pour progressivement se mettre dans cette direction. Et je peux vous dire, ça me frappe quand j'ai annoncé ça, c'est un facteur important de mobilisation en interne. Parce que les entreprises, c'est aussi des salariés, si vous voulez. Et les salariés, aujourd'hui, ils ont envie que les entreprises aillent dans cette direction.
Donc, si vous voulez, je sens une mobilisation importante. Un axe de communication en interne et en externe, donc bien évidemment. Merci Pierre-André de Chalandard, président directeur général de Saint-Gobain, d'avoir été l'invité d'Ecorama aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.